Alors, à la page 54, les catégories de stéréoisomères que nous allons apprendre sont au nombre de 2,5. Vous allez voir pourquoi la demi. Les énantiomères. La définition de l'énantiomère, c'est la chose suivante. Ce sont des stéréoisomères, donc deux molécules qui sont des isomères en 3D et qui sont des images miroirs non superposables et la plupart du temps, assurément, elles ont des configurations opposées sur tous les centres stéréogéniques. C'est-à-dire en 3D, ça va être l'inverse sur chacun des carbones qui sont asymétriques. Un premier exemple. Ici à gauche, nous avons un carbone qui possède 1, 2, 3, 4 groupes différents. Son image miroir de l'autre côté du pointillé, 1, 2, 3, 4 groupes différents. Et elles sont totalement non superposables. Un cas plus complet, le carbone qui est au centre pourrait posséder une petite étoile parce qu'il est asymétrique. Même chose pour la molécule au centre ici. Les deux carbones sont des carbones qui possèdent 4 groupes différents. Son image miroir, elle aussi. Et les deux images miroirs ne sont pas superposables. Et vous remarquerez, il y a totalement une absence de plan de symétrie dans cette molécule-là. Et donc, c'est différent des molécules qu'on avait vues à la page précédente. Si vous regardez, cette molécule-ci, j'ai fait par exprès pour en faire une rotation de 180 degrés pour obtenir le lien COOH et le lien OH pour essayer de les aligner. Si je réussis à aligner ces trous, si je réussis à aligner ces liens-là ensemble, vous remarquerez que le H ne peut pas s'aligner avec l'autre H, ni le CH3 avec le CH3. Même petit manège ici, j'ai pris cette molécule-là ici, et j'ai fait faire une rotation de 180 degrés, ou en fait non, même pas. Ce que j'ai fait sans faire de rotation de 180 degrés, je l'ai juste glissé pour essayer de l'aligner. On va essayer d'aligner les CH3 ensemble. On s'aperçoit très bien que le H est en avant, tandis qu'ici est en arrière. Ici est en arrière, alors qu'ici est en avant. On peut même faire la même chose avec des molécules qui sont présentées sous forme de projection de Newman. Par exemple, la projection de Newman de la molécule qui est ici, elle possède un carbone asymétrique juste en avant et un autre qui est en arrière. Eh bien, cette molécule-là, si je fais son image miroir, j'ai un brome vers le haut, un COH vers l'avant, CH3, CH3, H en arrière, H en arrière, aucun plan de symétrie, les deux images miroirs sont non superposables. J'ai pris celle-là et je l'ai glissée vers le bas pour qu'on essaie d'aligner les liens brome, CCCl. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on essaie de les aligner, les H et les CH3COH ne sont pas superposables. La deuxième catégorie, ce sont les diastéréoisomères. C'est la catégorie où les molécules sont des stéréoisomères l'un de l'autre, mais ne sont pas des images miroirs l'un de l'autre. La plupart du temps, elles possèdent au moins deux carbones stéréogéniques, deux carbones asymétriques. Regardez bien ici, les deux molécules possèdent des carbones asymétriques, au nombre de 2, ici et là. Par contre, vous avez beau essayer de les superposer, elles ne sont pas superposables, elles ne sont pas des images miroirs l'une de l'autre. Regardez bien ici, le OH est vers l'avant et le OH est vers l'avant. Donc ici, ce serait la même configuration du carbone. Pas le mot conformation, mais configuration. Et on en rejase un petit peu plus loin de la configuration. Ici, c'est la même configuration sur ces deux carbones-là. C'est orienté de la même façon en 3D. Par contre, sur l'autre carbone stéréogénique, c'est différent. Le OH est vers l'avant ici, le OH est vers l'arrière. Donc, il est totalement impossible de superposer ces deux molécules-là. Ce ne sont pas des images miroirs, ce sont des stéréoisomères qui sont appelés diastéréo. Si vous voulez bien comprendre la différence entre énantiomère et diastéréo, vous pourrez lire cette définition-là ou la retenir. Il arrive parfois que des molécules contiennent un ou plusieurs centres
asymétriques ou stéréogéniques, donc ces fameux carbones avec une petite étoile, mais que la molécule au complet, le composé au complet, soit achiral, c'est-à-dire qu'il ne dévie pas la lumière polarisée, parce qu'il y a un plan de symétrie. Je vous en ai déjà montré un exemple. Par exemple, cette molécule-là. Sur la première page, la page 53, elle possède un plan de symétrie en plein milieu. Donc, ce qui est à gauche et à droite est identique. On en a d'autres exemples. Une molécule qui serait cyclique, avec des CH3 ici. Eh bien, tout comme la première, qui avait deux centres asymétriques, cette molécule-là possède deux centres asymétriques. Pourquoi? Si je dessine l'hydrogène qui est ici mais non dessiné, et même chose en bas, le carbone qui est juste ici et celui-là possèdent tous les deux 1, 2, 3 et 4 groupes différents. Donc ce sont des carbones asymétriques. Et malheureusement pour eux, il y a aussi un plan de symétrie. Et donc toutes les deux, ces deux molécules-là, sont des molécules achirales. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'elles sont des composés méso. Il y a des C asymétriques, mais la molécule est achirale car le plan de symétrie est présent. Voilà. Alors, trois mots à retenir. Le mot énantiomère tout en haut, diastéréoisomère et méso. Allons voir un exemple en bas. L'acide tartrique est un exemple qu'on utilise énormément à ce temps-ci, à ce moment-ci de notre étude. L'acide tartrique, c'est le composé de gauche ici. C'est un composé qui possède 4 carbones en tout, 2 carbones au centre qui possèdent 4 groupements différents, OH, COH, H et le reste de la chaîne pour les deux côtés. Ce sont donc 2 carbones asymétriques. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la dessiner de plusieurs façons. Cette façon-ci de la dessiner, c'est ce qu'on appelle une projection de Fischer. Projection de Fischer, on va en rediscuter énormément plus tard, et donc je n'en parle pas pour l'instant. Concentrons-nous sur les trois structures qui sont en bas. Par exemple, cette molécule-là n'a pas de 3D de dessiné, mais si je le place en 3D, je pourrais faire la chose suivante. Placer les deux oxygènes vers le haut, vers moi. Les deux hydrogènes vers l'arrière et les deux COH vers le bas. Je pourrais aussi décider de garder le premier OH vers moi, mais mettre le deuxième OH vers l'arrière, ou bien mettre le premier vers l'arrière et garder le deuxième OH vers moi. Trois façons différentes d'écrire la même structure, et c'est trois isomères différents. Maintenant, on va essayer d'analyser pour essayer de trouver la relation entre 1 et 2, 1 et 3 et 2 et 3. D'emblée, on peut voir que le composé numéro 1, même s'il possède des carbones asymétriques, il y a un plan de symétrie dans la molécule. C'est donc un composé qu'on appelle méso. Le composé numéro 2, lui, n'a pas de plan de symétrie, de même que le 3 n'a pas de plan de symétrie. La relation entre 1 et 2, ce sont deux molécules qui ne sont pas des images miroirs l'une de l'autre, et non superposables, et donc, étant donné qu'elles possèdent les mêmes atomes liés de la même façon, mais elles sont différentes en 3D, ce sont des diastéréoisomères l'un de l'autre. 1 et 3, c'est la même chose. Deux molécules, même lien, sauf en 3D. Elles ne sont pas superposables. Elles ne sont pas les images miroirs l'une de l'autre. Encore une fois, ce sont des diastéréoisomères.
La relation entre 2 et 3 est plus complexe. Si je place un plan miroir entre 2 et 3, on s'aperçoit rapidement que les atomes sont reliés entre eux par un miroir, et donc 2 est l'image miroir de 3. Et donc, quand une molécule est l'image miroir d'une autre, les deux sont des isomères en 3D qu'on appelle des énantiomères. Et voilà. Vous avez donc le portrait qui était déjà mentionné ici à gauche. Allons voir maintenant les propriétés de ces trois catégories-là. Les énantiomères, les diastéréoisomères et les composés méso. Nous sommes présentement à la page 55. Et à la page 55, ce que j'ai écrit en haut, c'est, vous pouvez aller voir le tableau de la page 198 du McMurray, le tableau 6.3. Ce tableau-là présente les caractéristiques des molécules que nous venons juste de voir ou desquelles nous venons juste de discuter. Le tableau présente les trois molécules sous des noms différents. Moi, ce que j'ai fait, c'est que vous ne les avez pas dans votre cahier, ces trois molécules-là. Vous pouvez prendre le temps de les recopier. Donc, c'est exactement les mêmes que précédemment. Je les ai copiés et collés juste ici. Je vous présente les caractéristiques des stéréoisomères. En premier, deux énantiomères, qui sont des images miroirs l'un de l'autre, ont des propriétés physiques totalement identiques, sauf une. Leur point de fusion, leur température de fusion, leur température d'ébullition, leur solubilité, leur masse volumique, etc. sont identiques. Sauf qu'elles dévient la lumière polarisée avec le même angle, mais de signe opposé. Par exemple, nous avions dit précédemment que 2 et 3 étaient tous les deux des énantiomères l'un de l'autre. Et donc, ils devraient avoir, en premier, des caractéristiques identiques, sauf le signe de la déviation, c'est-à-dire le signe de leur pouvoir rotatoire spécifique. Et c'est ce qu'on observe ici. Regardez bien, le point de fusion pour 2 et 3, il est d'environ de la même valeur en degrés Celsius. La densité en grammes par centimètre cube, elle est identique. Et finalement, la solubilité dans l'eau en grammes par 100 millilitres, elle est identique. Et donc, on le voit bien, les énantiomères ont exactement les mêmes propriétés physiques, sauf une seule. La différence vient au niveau du pouvoir rotatoire spécifique. Lorsque 2 dévie la lumière de moins 12 degrés, 3 dévie la lumière de plus 12 degrés, et donc le signe de la déviation est la seule différence. L'autre chose qu'on veut que vous appreniez, c'est que deux diastéréoisomères sont des composés complètement différents. Ce sont des composés différents. Alors, ils ont des propriétés physiques différentes. Regardez bien, on avait dit que 1 et 2, ou bien 1 et 3, étaient des couples de diastéréoisomères. On le voit très bien, 1 et 2 n'ont pas les mêmes températures de fusion, les mêmes densités, les mêmes solubilités, ni même la déviation de la lumière polarisée. En plus, vous vous souvenez, le composé numéro 1 est un composé qu'on appelait méso. Il avait un plan de symétrie, c'était donc un composé achiral, et donc, vous voyez bien, achiral, il ne dévie pas la lumière polarisée de aucun degré. Un mélange de deux énantiomères, par exemple 2 et 3, si on les mélange en quantité égale, 50-50, on appelle ce mélange-là un mélange des deux races, donc un mélange racémique. Et ce mélange possède lui aussi des propriétés qui sont totalement différentes de celles des énantiomères dont il est composé. Par exemple, un mélange racémique de 2 et de 3 à 50-50 obtiendrait une déviation de lumière polarisée de 0. Parce qu'il y en a des deux qui dévient de moins 12, puis l'autre de plus 12, ça donne 0.
la température de fusion, surprenamment, serait plus élevée que celle de chacun des énantiomères séparés. La densité est différente, la solubilité est différente, et donc un mélange racémique c'est comme si c'était un composé totalement différent des deux énantiomères qu'il compose. Ça conclut notre étude sur les énantiomères, les diastéréoisomères et les composés méso. Nous allons dans un prochain temps analyser ce qui se passe dans les réactions chimiques et ce que nous devons faire pour tenir compte de la formation de différents stéréoisomères dans une réaction. On va revenir à l'addition électrophile. Ensuite, nous verrons comment nommer les différents stéréoisomères grâce à une convention et nous verrons comment les représenter avec la projection de Fischer. Bon travail!